L'orateur suivant est Charles Pilette, il est professeur de pneumologie et d'allergologie à l'UCL. Il est chef de clinique dans le service de pneumologie et dirige le centre de l'allergie des cliniques Saint-Luc. Ce centre groupe les différentes spécialités concernées et vise à intégrer la prise en charge et le traitement des patients allergiques. Après sa thèse et un postdoc à l'Imperial College de Londres, il pilote grâce à un mandat du FNRS le pôle pneumologie, ORL et dermatologie de l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UCL, et plus spécifiquement un groupe de recherche en biologie pulmonaire qui tente de mieux comprendre les mécanismes biologiques et le rôle de l'IgA dans les pathologies respiratoires chroniques et l'allergie, ainsi que l'immunothérapie allergénique. Le titre de sa présentation est « Aux origines des allergies respiratoires, la piste épithéliale ». Charles, merci. Merci, cher Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues. C'est pour moi un honneur d'avoir l'opportunité de présenter nos travaux dans le domaine des allergies respiratoires. Alors ces travaux contribuent de manière plutôt modeste à l'évolution des connaissances dans ce domaine. Et donc je voudrais les assortir d'une vision historique des découvertes clés qui ont été faites dans ce domaine à partir de la recherche fondamentale, et aussi de discuter avec vous la façon dont ces découvertes ont perspiré vers la clinique au bénéfice des patients qui souffrent de ces pathologies. Alors tout d'abord, la scène clinique. À l'heure actuelle, comme vous le savez certainement tous, ces pathologies sont devenues extrêmement fréquentes. La rhinite allergique touche environ 20 à 30% de la population dans nos pays européens, l'asthme 5 à 10%, environ 6% en Belgique. Et donc ces pathologies ont vu leur prévalence croître depuis en fait la Seconde Guerre mondiale, essentiellement en rapport avec une théorie, la théorie hygiéniste qui sort du domaine de cette présentation. Alors les symptômes sont des symptômes assez caricaturaux en général, d'éternuement, d'écoulement nasal ou de conjonctivite, à l'exposition à certains allergènes courants de l'environnement, les acariens, certains pollens, les poils d'animaux, ainsi qu'à certains irritants. Et ces symptômes, comme est indiqué en grippe, sont plus ou moins persistants. C'est un concept sur lequel nous allons revenir. Les symptômes sont en général aigus après l'exposition, mais vont pouvoir, dans un certain nombre de cas, persister par des mécanismes que nous ne comprenons toujours pas très bien. Les traitements actuellement sont basés sur, d'une part, des traitements de secours de type antihistaminique pour les symptômes de rhinite, les bêta-agonistes pour lever les spasmes bronchiques, et puis essentiellement les traitements de fond pour prévenir ces symptômes, essentiellement grâce aux corticoïdes, mais maintenant aussi grâce à d'autres traitements que nous développerons ensuite. Alors, les découvertes principales dans ce domaine remontent déjà à quelques années. Les allergènes, il y a maintenant bien longtemps, et qui ont d'emblée perspiré d'une certaine manière vers la clinique avec le développement de l'immunothérapie allergénique qui permet, pour certains patients sélectionnés, une certaine rémission de la pathologie. Ensuite, l'importance de l'inflammation éosinophilique qui a été pointée dès le milieu du siècle passé et faisant le lit du traitement par les corticoïdes inhalés. La découverte suivante principale, c'est la découverte des IgE dans les années 60, d'une part par le couple des Ishizaka et d'autre part par M. Johansson, qui travaillait sur le phénomène de transfert par le sérum du phénomène d'allergie locale et qui ont amené la découverte de cette nouvelle classe d'immunoglobulines. Alors ensuite, plus récemment, la découverte des lymphocytes de type Th2 et le rôle de chef d'orchestre des cellules dendritiques, découvertes par M. Steinman et dont le rôle dans l'asthme a surtout été mis à l'honneur et découvert par le professeur Lambrecht de l'université de Gand. Alors ces travaux ont montré que, en tout cas dans l'asthme expérimental chez la souris, au départ sensibilisée à l'ovalbumine, et ensuite dans des modèles plus pertinents comme aux acariens par exemple, ces cellules dendritiques sont capables de capter l'allergène à la surface des muqueuses, de le processer et de l'amener dans les ganglions régionaux pour présenter des peptides dépendants de ces allergènes aux lymphocytes T naïfs pour les
les activer et leur permettre de se différencier en lymphocytes Th2 notamment. Ces lymphocytes migrent vers la muqueuse où ils peuvent produire des différentes cytokines responsables de l'inflammation allergique et lors de restimulation allergénique, favoriser cette restimulation des lymphocytes. Alors ces cellules dendritiques, c'est un monde fort complexe. Chez la souris, de nombreux travaux ont permis d'identifier des cellules dendritiques conventionnelles d'une part et d'autre part des cellules qui ne sont présentes qu'en cas d'inflammation particulière, qui expriment dans ce cas le récepteur des IgE. Un autre type de cellules dendritiques qui sont les cellules plasmacytoïdes, qui sont des cellules censées plutôt permettre la tolérance aux allergènes, et qu'il faut distinguer donc d'autres types myéloïdes comme les macrophages alvéolaires ou les cellules dendritiques alvéolaires. Alors chez l'homme, ces différents types de cellules dendritiques se sont également confirmés avec deux grandes classes de cellules dendritiques myéloïdes, des cellules dendritiques de type de Langerhans qui sont également présents dans les voies respiratoires, les cellules plasmacytoïdes qui jouent un rôle de tolérance également. Alors ce que nous avons voulu faire dans ce contexte, c'était d'étudier ces cellules dendritiques à la fois dans les muqueuses, ici dans la muqueuse nasale, et d'autre part des cellules dendritiques sanguines, pour étudier leur éventuelle anomalie de régulation chez des patients qui présentent cette pathologie. Donc les travaux jusque-là avaient essentiellement porté chez la souris. Nous souhaitions identifier si ces cellules étaient effectivement recrutées au niveau des tissus exposés à un allergène, et d'autre part si ces cellules au niveau circulant présentaient des anomalies fonctionnelles. Tout d'abord, nous avons observé que dans la muqueuse nasale, en identifiant ces cellules grâce à des différents marquages spécifiques, de pouvoir identifier que ces cellules chez les patients allergiques étaient recrutées au site d'exposition à l'allergène, environ 8 heures après l'exposition à l'allergène, ce qui n'était pas le cas chez des sujets contrôle non sensibilisés à cet allergène. Ce phénomène était également observé au niveau de la peau, tant pour les cellules myéloïdes que plasmacytoïdes, avec un recrutement plus précoce pour les plasmacytoïdes et un peu plus tardif pour les myéloïdes. Alors en termes fonctionnels, c'était assez difficile d'évaluer l'aspect fonctionnel des cellules muqueuses, mais par des techniques de comarquage, on a pu souligner certaines anomalies comme une diminution par exemple de la production d'interleukine 12, même si ce n'était pas significatif dans ces expériences, en termes d'expression de cette cytokine au niveau en tout cas cutané. C'était beaucoup plus évident au niveau sanguin, où l'expression d'interleukine 12 était clairement déficitaire dans différentes conditions de stimulation de ces cellules, en particulier par les cellules dendritiques de type myéloïde. Nous avons aussi observé des déficits de production d'interleukine 10 dans ces cellules myéloïdes ou d'interféron alpha dans les cellules dendritiques de type plasmacytoïde. Alors, que signifient ces anomalies en termes de régulation de la réponse lymphocytaire? C'était la question suivante. Et pour y répondre, nous avons utilisé un modèle de co-culture allogénique de ces cellules dendritiques provenant soit de patients avec rhinite allergique ou de sujets contrôle et mis en co-culture avec des lymphocytes T naïfs. Après co-culture, nous avons déterminé la production des lymphokines principales et observé que les cellules dendritiques provenant de sujets allergiques étaient capables d'induire la production d'interleukine 4, cytokine protypique de manière caricaturale de TH2, et également un trend pour l'interleukine 5. Concernant la cytokine TH1, il y avait un déficit d'induction d'interféron gamma et par contre une stimulation de la production d'interleukine 17 en l'absence de nette différence concernant la production d'interleukine 10. Alors ces différentes anomalies, nous avons souhaité les étudier de manière un petit peu plus extensive grâce à l'implication d'Antoine Froidure comme doctorant et de Chongchen comme postdoctorant à partir de prélèvements essentiellement sanguins et de purification de ces cellules dendritiques myéloïdes de type 1 exprimant ces récepteurs et pas les récepteurs de lignée d'autres types cellulaires. La première anomalie que nous avons observée, c'était que ces cellules surexpriment le récepteur des IgE, le Fc epsilon R1, ce qui vous est quantifié sur la droite, et également avait une présence accrue d'IgE de surface, donc à leur surface, lorsque ces cellules proviennent de patients avec un asthme allergique.
Alors de manière plus fine, nous avons souhaité, et ça rejoint un petit peu certains éléments de la présentation précédente, analyser certaines molécules de costimulation impliquées dans la régulation des réponses T. Et nous avons en particulier étudié le récepteur ICOS-ligand, qui est impliqué dans des mécanismes de tolérance via l'induction d'interleukine 10, et également la voie PDL1, qui par la stimulation du récepteur PD1 est également impliquée plutôt dans des mécanismes d'inhibition lymphocytaire. Premier élément, c'est que nous avons observé une diminution de l'expression du récepteur ICOS-ligand sur les cellules dendritiques myéloïdes de ces patients allergiques, expression qui était réduite en présence de LPS, de lipopolysaccharides, indépendamment de l'origine des cellules. Alors en termes muqueux, ces cellules dendritiques également localement, nous avons souhaité vérifier si l'expression d'ICOS-ligand était diminuée au niveau tissulaire grâce à des comarquages. Le nombre de cellules dendritiques n'était pas fondamentalement différent entre une population d'allergiques et une population contrôle au niveau de la muqueuse nasale, mais leur niveau d'expression d'ICOS-ligand semblait diminuer. En termes fonctionnels, nous avons utilisé des anticorps bloquants pour évaluer si l'expression déficitaire d'ICOS-ligand dans ces cellules était impliquée dans leur biais ProTH2. Et donc en incubant des cellules dendritiques contrôle avec un anticorps bloquant anti-ICOS-ligand, nous pouvions légèrement mais significativement stimuler la production d'interleukine 13 en coculture. Le même effet était observé en bloquant la voie PDL1 et un effet légèrement additionnel lorsque ces deux anticorps étaient combinés. Alors la voie suivante que nous avons souhaité étudier était à l'honneur au travers de différentes publications qui ont montré qu'en fait ces cellules dendritiques sont probablement en grande partie instruites par des signaux provenant de l'épithélium respiratoire. Cet épithélium respiratoire, lorsqu'il est exposé à des allergènes avec une activité protéolytique, comme le Dermatophagoides pteronicinus, eh bien, ces allergènes sont capables de lier des récepteurs de l'immunité innée de l'épithélium, voire de cliver des protéines de jonction de cet épithélium et de se retrouver en contact avec les cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques vont processer l'allergène et ensuite le présenter aux lymphocytes T. Mais elles sont en même temps instruites par l'épithélium qui va produire, lorsqu'il est exposé à ces allergènes, certaines cytokines, en particulier le TSLP, qui est une cytokine de la famille de l'interleukine 7, et qui va agir sur le récepteur, un récepteur spécifique de la cellule dendritique, pour lui faire d'abord produire certaines chimiokines attirant les neutrophiles et les eosinophiles. Ensuite, ces cellules dendritiques vont migrer vers le ganglion régional grâce à ces chimiokines et modifier la biologie du lymphocyte T par le fait que l'activation du récepteur TSLP en fait induit l'expression d'une molécule de costimulation qui est OX40 ligand et qui a la capacité de prodiguer un signal de costimulation lymphocytée, lui stimulant sa différenciation en lymphocyte TH2, produisant ces cytokines caractéristiques. Excusez-moi, je vais faire le petit parcours. Voilà, donc ce récepteur, nous l'avons analysé sur les cellules dendritiques de ces patients et de base, ce récepteur est assez peu exprimé, nettement plus significativement exprimé dans les cellules dendritiques de patients allergiques et c'est ce que nous avons aussi pu confirmer dans les biopsies bronchiques de patients asthmatiques où par des comarquages, nous avons pu observer que ces cellules dendritiques expriment de manière plus importante par rapport à des sujets contrôle ce récepteur TSLP, quel que soit leur degré de sévérité. Alors à nouveau, que signifie cette anomalie en termes fonctionnels? Et donc nous avons souhaité, dans ce modèle de coculture, l'analyser. Tout d'abord, nous avons observé que le niveau de récepteur du TSLP est surexprimé dans les cellules dendritiques provenant de patients asthmatiques, en particulier lorsqu'on stimule les cellules avec la cytokine elle-même. Et ensuite, nous pouvions bien induire cette molécule de costimulation, OX40 ligand, par l'activation par le TSLP, en particulier dans les cellules provenant des patients asthmatiques. Alors, sur ce diagramme, vous êtes exposé les réponses lymphocytaires induites par les cellules dendritiques myéloïdes de sujets contrôle versus des sujets asthmatiques en rouge, soit les cellules dendritiques au repos
qui ont déjà un léger biais pro-IL5. Lorsque ces cellules sont stimulées par le lipopolysaccharide, on stimule la réponse interféron gamma, qui semble déficitaire chez les patients, dans les cellules dendritiques provenant de patients asthmatiques. Et lorsque ces cellules sont activées par l'allergène, ici d'acarien, on stimule la réponse TH2, l'interleukine 5, l'interleukine 13, mais pas l'interleukine 9. Et en présence de TSLP, on stimule la même réponse TH2, IL5, IL13, et également l'interleukine 9. Alors nous avons voulu vérifier la réalité de ces différents sous-types lymphocytaires en analysant les facteurs de transcription spécifiques de ces lymphocytes. Et dans les cellules dendritiques stimulées par le TSLP, nous avons en effet observé une induction de GATA3, qui est le facteur de transcription spécifique des lymphocytes TH2. Voilà. Donc GATA3, facteur de transcription spécifique des TH2, et PU1 et IRF4, eux spécifiques des TH9, que nous avons analysé grâce à la collaboration avec le professeur Van Snick de la Ludwig. Et donc nous avons identifié en fait deux voies dans ces cellules dendritiques de patients allergiques, une voie pro-TH2 caractéristique et dépendante de ce facteur de costimulation, OX40 ligand, et d'autre part l'autre voie, pro-TH9, qui elle est en fait indépendante de ce récepteur OX40 ligand et qui dépendait en fait du TGF-bêta. Donc différentes anomalies phénotypiques des cellules dendritiques provenant de patients avec une rhinite allergique ou un asthme allergique, avec ces différentes anomalies synthétisées ici, qui sous-tendent une anomalie de la régulation de la réponse lymphocytaire, à la fois pro-TH2, pro-TH9 et, dans une certaine mesure, pro-TH17, avec un déficit de l'orientation TH1. Alors en termes cliniques, nous avons depuis quelques années un anticorps monoclonal anti-IgE qui, en fait, dont la principale action est de bloquer les IgE et de bloquer surtout leur liaison à ce récepteur. Et comme l'expression de ce récepteur dépend de cette immunoglobuline, de la présence d'IgE, l'expression du récepteur est inhibée par cet anticorps monoclonal anti-IgE qui est disponible en clinique depuis une dizaine d'années et qui vise surtout à améliorer les patients avec un asthme allergique sévère, surtout pour lisser les exacerbations que ce patient présente. Alors l'utilisation de cet anticorps a révélé en quelque sorte l'importance de l'expression de ce récepteur par la cellule dendritique. Au départ, on pensait que cet anticorps allait essentiellement empêcher la dégranulation mastocytaire et uniquement empêcher la réaction aiguë à l'exposition à l'allergène. Si on expose un asthmatique à l'allergène auquel il est sensibilisé, on observe en général deux phases. Première phase rapide de bronchoconstriction, après quelques minutes, suivie d'une seconde phase, après plusieurs heures, phase de bronchoconstriction plus lente et tardive, dépendant de la réaction inflammatoire. Alors, les corticoïdes inhalés, typiquement, empêchent la réaction tardive, mais très peu la réaction immédiate, à l'inverse des chromones qui bloquent les mastocytes et empêchent très peu la réponse tardive. Et la surprise a été que ces anticorps anti-IgE bloquent non seulement, comme attendu, la réponse immédiate, mais également la réponse tardive. Et différents travaux ont montré que le récepteur IgE sur la cellule dendritique est probablement l'explication de l'inhibition de la phase tardive par cet anticorps. Différents travaux, à la fois du groupe de Bart Lambrecht à Gand, également d'autres équipes aux États-Unis, ont montré que non seulement le TSLP est produit par l'épithélium en réponse aux allergènes, mais également d'autres cytokines épithéliales, comme l'IL-25 ou l'IL-33, ces différentes cytokines vont alarmer la cellule dendritique pour lui faire favoriser en quelque sorte la réponse de type TH2, voire TH9. À côté de ce rôle des allergènes sur l'épithélium, les virus, qui sont également un élément extrêmement pro-asthmogène également, ont également une action sur l'épithélium en stimulant en fait également l'expression du récepteur de haute affinité des IgE sur la cellule dendritique après avoir activé l'épithélium par un mécanisme qui reste mal connu. Et cet anticorps monoclonal donc, bloque non seulement la réponse à l'allergène, mais également
les phénomènes d'exacerbation virale de l'asthme grâce au fait que l'expression de ce récepteur est inhibée par cet anticorps. Et donc cet anticorps a en quelque sorte, from bed to benchside, a en quelque sorte révélé le fait que la cellule dendritique, le couple cellule dendritique cellule épithéliale en fait intègre des signaux qui proviennent à la fois des allergènes et des virus. Alors, je voudrais revenir sur la dernière partie de cet exposé, sur l'aspect de la persistance des symptômes allergiques après l'exposition à ces allergènes. En fait, il reste méconnu pour quelles raisons ces pathologies soit persistent indépendamment de la présence de l'allergène, ou dans certains cas, à l'inverse, peuvent entrer en rémission, typiquement à l'adolescence. Nous avons souhaité investiguer cet aspect en utilisant une cohorte de patients particuliers qui souffrent d'asthme professionnel, grâce à une collaboration avec le professeur Van Den Plas, qui suit ces patients. Et ces patients, typiquement, ont un asthme lié à une exposition bien particulière, ici, soit des boulangers, soit des professionnels de la santé qui étaient allergiques au latex, et qui avaient développé un asthme strictement lié à cet allergène, mais auquel, de par la modification de leur profession, n'étaient plus exposés. Et donc en moyenne, ces patients n'étaient plus exposés depuis une petite dizaine d'années, et l'évolution caricaturale de ces patients est qu'ils peuvent guérir, mais malheureusement uniquement dans un tiers des cas, et dans 2 tiers des cas, ils continuent, malgré l'absence d'exposition à l'allergène causal, à continuer à présenter de l'asthme. Donc c'est ce que nous avons étudié, donc nous avons confirmé qu'environ un tiers des patients, 11 patients parmi ces 30 patients étaient guéris de leur asthme, et 21 continuaient à présenter de l'asthme, et ceci était confirmé par des tests d'hyperréactivité bronchique. Les patients qui avaient leur asthme guéri ne prenaient plus aucune médication de secours, ils n'avaient plus d'hyperréactivité bronchique, alors que les autres continuaient d'avoir besoin de traitement pour leur asthme. En termes de paramètres initiaux, il n'y avait pas de différence, ils avaient tous de l'asthme au départ de leur pathologie, la seule différence est que ceux qui persistaient avaient probablement une pathologie un peu plus sévère au départ. Alors, nous avons analysé les cellules dendritiques de ces patients pour tenter de distinguer, de voir si les anomalies des cellules dendritiques pouvaient distinguer ceux qui avaient persisté de ceux qui avaient guéri. Et nous avons retrouvé, à notre étonnement, cette signature en quelque sorte, avec une diminution d'ICOS ligand chez les sujets persistants et une augmentation de l'expression du récepteur du TSLP. En termes fonctionnels, ces cellules dendritiques provenant des patients avec asthme persistant étaient restées capables d'induire des réponses IL-5 et IL-13, à l'inverse des cellules dendritiques des sujets guéris, avec des réponses équivalentes à l'interféron gamma et pas de réponse pour les réponses IL-9 dans ce cas-ci. Alors, un récepteur qui était induit spécifiquement dans les cellules dendritiques des patients persistants était cette autre molécule de costimulation, PDL2, qui était spécifiquement induite par, ou en tout cas stimulée par l'exposition à l'allergène, ce qui ne se retrouvait pas dans les cellules dendritiques des patients guéris. Et donc, en clinique, nous avons maintenant une série de cibles potentielles sur ces cellules dendritiques, non seulement le récepteur des IgE, mais également le récepteur TSLP ou le récepteur de l'IL-13, ST2, qui peuvent interférer avec la façon dont ces cellules dendritiques activent les réponses immunitaires dans l'asthme. En pratique, nous avons actuellement accès à l'omalizumab, anticorps anti-IgE dans l'asthme allergique sévère, tout prochainement l'anticorps anti-L5 dans l'asthme de type éosinophilique, en général non allergique, alors que ces différentes découvertes au niveau de l'axe du tandem cellule épithéliale, cellule dendritique vont probablement amener d'autres anticorps monoclonaux qui permettront d'améliorer l'asthme sévère, notamment l'anti-TSLP ou l'anti-IL-33. Alors en conclusion, les cellules dendritiques de ces patients avec une rhinite allergique et un asthme associé sont régulées de manière aberrante en termes d'uprégulation du récepteur des IgE, du TSLP récepteur, et de déficit d'expression de certaines molécules de costimulation plutôt tolérogènes. Également, ce récepteur semble uprégulé, peut-être en rapport avec la tendance à la persistance de cette pathologie. Et ces anomalies, en fait, concourent à une anomalie de la polarisation de lymphocytes T.
Ce que nous ne savons toujours pas, c'est quel est réellement le primum movens de cette reprogrammation anormale de la cellule dendritique. Est-ce que ces anomalies, où ces anomalies surviennent-elles et quand dans la pathologie? Et puis, est-ce qu'elles sont différentes en fonction du phénotype d'asthme constaté chez un patient donné? Et d'autre part, est-ce que ces anomalies de la cellule dendritique peuvent expliquer la persistance de cette pathologie? Ces différentes questions sont probablement en partie trouvent une réponse partielle dans la régulation épithéliale, qui est clairement une cible de recherche intense, beaucoup de groupes de recherche dans ce domaine actuellement, surtout ces cytokines, alarmant les cellules dendritiques. Également l'induction d'une protéine particulière qui est A20, qui est un anti-inflammatoire naturel en quelque sorte, produit par l'épithélium et qui joue probablement également un rôle très important. Je voudrais remercier ici les deux personnes qui ont le plus activement travaillé sur ce sujet, Antoine Froidure et Shang Shen, nos collaborations au sein de notre plateforme IREC, également le professeur Van Snick au de Duf, la collaboration internationale avec Steve Durham à Londres et Pascal Chanès à Marseille, nos financements qui ont permis ces travaux et votre attention pour cet exposé. Merci. Merci, M. Pilette. Question, M. Pilette, Madame. Vous avez ébauché le fait qu'il pouvait y avoir une rémission au moment de l'adolescence, mais vous n'avez pas continué. Comment est-ce que vous l'expliquez? En fait, il n'y a malheureusement aucun travaux qui ont spécifiquement étudié cette constatation clinique qui est relativement marquante et qui n'est effectivement pas rare. La définition de la rémission dans l'asthme, malheureusement, n'a pas été suffisamment claire dans le passé. Donc on trouve certains travaux, mais la rémission est le plus souvent partielle. Donc les symptômes peuvent s'améliorer, mais il persiste une hyperréactivité bronchique et des stigmates d'asthme. Lorsqu'on parle vraiment de rémission complète, c'est même une disparition de l'hyperréactivité bronchique. Et là, on peut vraiment parler parfois de rémission complète et de guérison de l'asthme, qui est plutôt rare par contre. Et donc les travaux n'ont pas en fait pu étudier réellement les mécanismes à l'adolescence qui sont responsables de cette rémission. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un modèle particulier, et évidemment, la question est est-ce que ces données peuvent s'extrapoler à l'asthme en général? C'est un asthme assez particulier que l'asthme professionnel, mais là c'est un modèle où nous contrôlons l'exposition à l'allergène causal et l'évolution ou pas de l'asthme en fonction. Donc ça nous paraissait un bon modèle pour étudier ce phénomène de rémission qui peut survenir dans l'asthme, mais qui reste plutôt marginal, puisque la majorité des patients ont généralement une pathologie persistante, et c'est souvent ce qui prévaut malheureusement, c'est que lorsqu'on commence un traitement de fond dans l'asthme, c'est généralement pour de très longues périodes, voire à vie, même si le traitement peut être adapté avec le temps, ça peut rarement être arrêté. D'abord, je vous remercie pour la clarté de votre exposé, mais il y a une question là qui me turlupine depuis longtemps. Je suis sorti il y a très longtemps, donc on ne parlait pas de cellules dendritiques. Elles ont été découvertes, pour moi, très récemment. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à la découvrir? Quelle est leur origine? Est-ce qu'elles sont mésenchymateuses ou est-ce qu'elles sont sanguines? Parce que bon, elles jouent un rôle entre l'épithélium et les lymphocytes, mais est-ce qu'on a trouvé des cellules souches dendritiques quelque part dans la moelle ou ailleurs? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est quel est le rôle des éosinophiles dans tout ça? Et de la non-active substance disons, d'anaphylaxie, contre laquelle la cortisone interviendrait, puisque vous dites donc il y a une action immédiate et puis une action tardive. Donc l'origine des cellules dendritiques, certains immunologistes dans la salle qui pourraient mieux répondre que moi, mais donc elles proviennent comme les autres cellules essentiellement sanguines. Donc les cellules qu'on retrouve au niveau pulmonaire, la question c'est est-ce qu'effectivement ce sont des cellules particulières qui sont régulées localement, mais leur origine de base, c'est effectivement au niveau des cellules progénitrices médulaires, comme les autres lignées sanguines, mais probablement les plasmacytoïdes semblent avoir une origine quelque peu différente, d'où leur terminologie.
Et ensuite, leur régulation locale, c'est ce qui fait l'objet probablement de beaucoup de débats. C'est dans quelle mesure nos travaux ont porté surtout sur les cellules sanguines, mais dans quelle mesure ces anomalies sont également présentes au niveau tissulaire ou modulées au niveau tissulaire reste certainement l'objet de débats et de travaux futurs. Elles sont plus difficiles à étudier, bien entendu. En ce qui concerne les éosinophiles, ils gardent toute leur place, en tout cas pour l'asthme de type TH2. Certains patients n'ont pas d'évidence d'inflammation éosinophilique, mais dans la majorité des cas, on va retrouver, lorsqu'on les analyse de manière suffisamment fréquente, qu'on peut ne pas retrouver certains marqueurs à certains moments de l'évolution de l'asthme, et bien à d'autres moments. Donc il faut être prudent avant de conclure un phénotype particulier. Mais très souvent, les éosinophiles restent une cellule retrouvée dans l'asthme, et leur rôle est probablement mis à l'honneur dans un phénotype très particulier, qui est l'asthme, qui était dans le carré supérieur gauche du tableau, l'asthme éosinophilique non allergique, souvent associé à une polypose sinusienne, et où là, l'éosinophile joue vraiment un rôle moteur. Et donc les anticorps anti-L5 qui ont été développés assez récemment ciblent particulièrement ce phénotype-là. Et là, on constate dans des essais cliniques auxquels nous avons pu participer, parfois des effets spectaculaires, vraiment dans un certain phénotype d'asthme, où là, l'éosinophile est vraiment la cellule motrice, je dirais, de la pathologie. Dans les autres cas, elle accompagne, dans l'asthme allergique, elle accompagne probablement l'inflammation, sans sembler être vraiment le moteur de la pathologie. Mais dans l'asthme intrinsèque, non allergique, associé à la polypose, c'est probablement une cellule motrice de la pathologie. Et monsieur Lamy. Merci pour votre bel exposé. Je vais vous poser 2 questions brèves. Quelle serait la voie d'administration la plus adéquate de ces nouvelles thérapeutiques selon la pathologie? Vous venez de citer notamment les rhinites éosinophiles et les autres, et puis forcément l'asthme. Et dans notre pays, quelle est l'accessibilité à ces nouveaux traitements? Alors la voie d'administration actuellement, elle est essentiellement sous-cutanée. Certaines molécules sont encore par administration intraveineuse, mais sont en train d'être étudiées par voie sous-cutanée. Donc la plupart de ces anticorps monoclonaux, c'est le cas pour l'omalizumab qui est déjà disponible depuis 2006 en Belgique, c'est par voie sous-cutanée. Ça va être le cas pour les suivants, les anti-L5 ou les anti-L13, etc. Des voies inhalées ont été étudiées, pour l'instant sans résultat très probant, probablement par le phénomène de dégradation locale. Et donc certaines équipes, notamment l'équipe de Rita Van Bever à l'UCL, travaillent sur la façon d'améliorer la persistance au niveau pulmonaire de ces anticorps administrés par voie inhalée. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore d'application clinique d'une voie locale. Voilà. Il y avait une seconde... L'accessibilité. Alors ça, c'est effectivement une question toute chaude, je dirais, dans la mesure où c'est en plein débat. C'est comment effectivement structurer au mieux l'administration de ces traitements, la reconnaissance peut-être de certains centres pour l'asthme sévère. Donc l'anti-L5 va probablement être mis sur le marché ici cette année, et ça fait partie des débats actuels au niveau des instances de santé, c'est comment structurer au mieux l'administration de ces traitements. Monsieur Baligan. Merci beaucoup Charles pour ce super résumé de tes données. Tu as beaucoup insisté dans la sensibilisation des cellules dendritiques sur les facteurs environnementaux, les allergènes inhalés, dermatologue des gastroentérinus. Tu as aussi évoqué la théorie chimiste, il y a les travaux de Martin Breck en Science. Est-ce que tu peux faire la part des choses entre l'influence de l'environnement et les susceptibilités génétiques dans cette sensibilisation des cellules dendritiques? Alors à l'heure actuelle, on n'a pas d'éléments spécifiques de réponse, certainement pas à titre personnel. Au niveau de la littérature, c'est effectivement un sujet très, très vaste, puisque finalement ces anomalies, cette hypersensibilité en général, trouvent un terrain génétique assez important, polygénique, qui réfère à ce terrain dit atopique. Et donc essentiellement, ces gènes qui sont impliqués sont essentiellement ces gènes des cytokines dont nous avons vu certains exemples, notamment le gène de l'interleukine 4 par exemple. Alors dans quelle mesure certains gènes seraient spécifiquement liés à la cellule dendritique, ça n'est pas
pour l'instant très clair. Ça semble plutôt être vraiment les gènes de ces cytokines au niveau finalement plutôt du lymphocyte T. Donc je n'ai pas d'exemple spécifique qui ciblerait une prédisposition génétique qui serait localisée, entre guillemets, au niveau de la cellule dendritique. Par contre, au niveau de l'épithélium, c'est probablement le cas, et les travaux auxquels vous venez de faire référence au niveau de l'équipe de Barch-Lambray, qui est extrêmement actif dans ce domaine, montre que cette protéine A20 a une régulation épigénétique dans l'épithélium bronchique. Donc l'activation par les poussières rurales qui sont retrouvées dans les fermes bavaroises ancestrales où très peu d'enfants développent d'allergies, ces poussières rurales sont capables d'induire par l'épithélium bronchique cette protéine qui est protectrice pour un certain temps, vu la régulation épigénétique. Elle est produite pendant de nombreux mois après une seule activation de cet épithélium. Donc là, il y a une régulation épigénétique de notre épithélium qui est probablement critique. Donc je pense que c'est certainement une voie de recherche sur les prochaines années, c'est la régulation épigénétique de l'épithélium dans les allergies. Mais peut-être une composante génétique devrait également être réanalysée à cet étage-là également. Charles, merci. Merci à vous.